le stand-up, une idée de stand-up, c'est un moment de poésie en fait. Parce qu'on va prendre quelque chose que tout le monde a vu, mais nous on a vu quelque chose de particulier et on va leur montrer ce qu'ils ont raté en passant devant. Bonjour à tous. Farid, merci, vraiment merci. On est très, presque émus de vous accueillir, de vous recevoir. C'est vrai que la rédaction, c'est Michel Bourset qui, la première, a parlé de vous en 2015. Il y a eu de nombreux papiers ensuite qui ont suivi de Rossana Di Vincenzo. Mais Michel, dès 2015, le 11 avril 2015, d'ailleurs, j'ai retrouvé ça, a été la première à parler de votre spectacle dans nos pages en parlant d'un stand-up d'une élégante impertinence et impertinente décontraction. Et c'est vrai que cette élégance, cette impertinence, cette pertinence éclate sous toutes les formes possibles, avec vous, dans vos textes, bien sûr, qui ont cette capacité à nous faire rire sur des sujets de société qui appellent généralement, en tout cas ces derniers temps, qui ont appelé l'hystérie ou qui ont appelé la polémique. Mais vous le faites à chaque fois avec élégance, justement, et l'air de ne pas y toucher. Je précise aussi que ces textes, enfin, moi, ce qui m'emporte à chaque fois dans vos textes, c'est cet art consommer de la digression qui nous emmène d'une réflexion sur le slip aux affidés d'Hitler qui à un moment se demande si y a pas si le patron il déconne pas quand même un peu, voilà, on passe on arrive là. Ce rire se prolonge longtemps après, une fois qu'on soit sorti de vos spectacles, charriant avec lui tout plein d'idées, tout plein de réflexions. Ça ne s'arrête jamais aux portes du théâtre. Et ça, c'est énorme. Et puis à l'élégance de ce texte répond également l'élégance de vos mises en scène. Il n'y a jamais rien de trop, d'appuyé. C'est vraiment ce qui fait. Et puis, bien sûr, Farid, l'élégance de vos tenues vestimentaires. Ça, c'est vrai. Dont vous nous donnerez le secret. Alors, heureusement, nous ne sommes pas les seuls à être embarqués comme ça par vous et à rire avec vous. C'est comme une vague qui n'a cessé de grossir et de prendre de l'ampleur ces derniers temps, ces dernières années, qui touche les très jeunes, qui touche les moins jeunes, qui touche les Parisiens, qui touche les urbains, les provinciaux, des gens d'ici, des gens à la fois d'ici et d'ailleurs, bref, l'ensemble de la société française. À 25 ans, vous en avez 27 aujourd'hui, vous aviez déjà rempli la Cigale, Bobino, le Théâtre Antoine, le Châtelet, l'Olympia, le Casino de Paris, avec votre spectacle Farid's The New Black, qui est également visible sur Netflix. Et le nouveau spectacle, l'Hexagone, se joue encore, alors il faut en profiter, je crois que vous êtes dès demain au Théâtre Antoine, si ma mémoire est bonne. Et puis on vous retrouvera en octobre. Vous avez encore quelques dates au Théâtre Antoine. Et puis 2 dates, je crois que c'est le 13 et 14 octobre au Bouffe du Nord, toujours à Paris, avant que vous partiez en tournée. Et puis il y a l'ouverture prochaine de votre comédie club, le Madame Sarfati. Si ma mémoire est bonne, c'est en hommage à Elie Kakou. Oui. Qui parlait de Madame Sarfati. Mais justement, avant de commencer à parler de tout ça, est-ce que vous pourriez commencer par nous dire ce que c'est exactement le stand-up ? Wow, c'est la grande question. Déjà, je voulais remercier Télérama parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'ils me suivent, et notamment Rossana. Et c'est vrai que c'est particulier de pouvoir faire rentrer le stand-up dans des papiers comme Télérama parce que ça a été longtemps vu comme une niche communautaire et de banlieue. J'ai entendu... c'était il y a 2-3 semaines à l'occasion de la promo sur l'émission Click sur Canal+. C'était sur je ne sais plus quelle radio, parce que lui, Mouloud Dachour veut mettre un peu en avant le stand-up. Et la journaliste lui disait, oui, c'est vrai que c'est un art qui vient de la rue au départ. Non. Et moi, j'ai jamais vu des gens dans la rue avec un micro. C'est bizarre comme idée de se dire que c'est un art urbain, alors que au départ, c'est un art de la scène. Et en fait, le stand-up, il y a une définition
très simple et basique qui est que c'est quand un comédien, un humoriste sur scène casse le 4e mur et donc s'adresse directement au public, pas dans des interactions, mais qui assume le fait d'être dans un dialogue directement avec le public. Donc dans cette idée-là, Guy Bedos faisait du stand-up. Dans cette idée-là, Desproges faisait du stand-up. Plus récemment, et lui après c'est dans les thèmes, on le vend pas comme ça, mais c'est purement et typiquement dans sa manière de traiter les sujets et dans son rapport un peu politiquement incorrect au sujet qu'il aborde. Gaspard Proust est purement et typiquement du stand-up. Ensuite, on va dire Gad Elmaleh, Florence Foresti, Franck Dubosc, dans leur posture, quand ils sont en train de discuter et parler directement au public, c'est du stand-up dans la forme grossièrement. Ensuite, il y a stand-up et stand-up dans l'idée que ça devient plus puritain quand le stand-up se veut de plus en plus naturel. Pourquoi on ne va pas considérer, nous, fans de stand-up, que Franck Dubosc, c'est du stand-up? Parce qu'on sait que le Franck Dubosc qu'on voit sur scène, c'est pas celui de la vie de tous les jours, en tout cas j'espère pas. Donc l'idée du stand-up, c'est de donner l'impression que de la même manière que je suis en train de parler là maintenant, que ce que je fais sur scène, je suis en train de le penser au moment où je suis en train de le dire, et d'être au plus proche de ma vie dans ce que je raconte. Donc de truquer le moins possible. C'est ça l'idée du stand-up. Et on associe beaucoup ça à un art américain, mais le chansonnier, c'est un stand-upper. Parce qu'il aborde des sujets politiques et de la vie de tous les jours et il s'adresse directement au public. Et qu'est-ce qui, pour vous, fait la noblesse de cet art? Je pense que c'est noble parce que ça dépasse les frontières d'un pays et d'un art. Je pense qu'un bon conteur, c'est un stand-upper. C'est un truc que je dis souvent en interview, mais pour moi, les conférenciers de TED Talk, pour moi, c'est des stand-uppers en puissance parce que dans leur façon pédagogique d'essayer de transmettre un sujet et des informations, souvent, très souvent, c'est très rare dans une conférence qu'il n'y ait pas de rire. Parce que c'est la forme la plus évidente et la plus simple de faire traverser des infos et d'attirer les gens et de captiver l'attention. Donc je pense que pour moi, c'est un art noble parce que c'est quelque chose qui d'une transcende les limites de cet art et puis aussi parce que c'est l'art le plus... Il n'y a rien de plus compliqué que de faire rire quelqu'un volontairement. Et pour moi, il n'y a rien de plus compliqué que d'essayer de raconter quelque chose d'intéressant, de concret, d'intelligent par le rire. Je pense que la plupart des gens drôles ne sont pas forcément intelligents, mais que tous les gens intelligents ont le sens de l'humour. D'accord. Et alors le rapport, vous parliez à l'instant du rapport au public. Vous, comment vous l'avez... quelle place prend ce public dans votre vie, dans la construction d'un spectacle? Et qu'est-ce qu'il a de si particulier, ce rapport? Ça, c'est un attribut qu'on donne souvent au stand-up et on se trompe beaucoup. C'est de croire que parce qu'on fait du stand-up, on va parler avec le public directement. Demander est-ce que vous êtes en couple, ça fait quel âge vous avez, d'où vous venez. Ça, c'est des interactions et comme dans n'importe quel spectacle, comme dans un concert, des fois, l'artiste sur scène, il a envie de parler avec les gens du public. C'est pas un systématisme. Il y a des spectacles de stand-up qui se font entièrement sans qu'on aille interagir directement avec le public. Sauf que le stand-up, l'importance du public, c'est que l'idée du stand-up, c'est que c'est un dialogue, évidemment, dans un monologue. Donc ça va un peu à sens unique, mais les énergies, elles fonctionnent avec le public. Donc c'est un dialogue parce que c'est dans les réactions du public que le rythme va s'installer. Et c'est par le fait qu'un public, c'est tout le temps une énergie différente parce que la symbiose des différentes individualités, ça va donner une entité à part entière. Donc d'un soir sur l'autre, par exemple, il est possible que le public soit plus sur des blagues faciles, ou il soit plus sur il soit plus sur l'écoute de ce qu'on est en train de raconter. Des fois, ils ont envie de blagues de cul, par exemple, ça arrive. Et on l'entend très clairement d'une soirée sur l'autre que ce public-là, c'est comme si j'étais face à une personne finalement.
Et donc, de la même manière que je vais avoir cette discussion avec cet échange avec vous, on pourra me poser les mêmes questions dans un autre échange, ce ne sera pas le même échange. Oui. Voilà. D'accord. Vous parliez du rire tout à l'heure, des rires. Quel est le premier rire qui est compté pour vous? Je crois que le tout premier, c'était en cours de français. Oui. Et on faisait justement, c'est là que je me suis dit que c'est ce que je voulais faire de ma vie, vraiment. On faisait un exercice où on devait mettre en scène des textes d'un livre qui n'étaient pas dialogués. Et naturellement, on a cherché le rire. Et ce premier rire-là, je m'en rappelle un peu comme d'une première pâtisserie, quoi. Ouais. Comme un enfant qui découvre le sucre. Qui venait d'un camarade de... Non, on était donc sur une estrade, sur la petite estrade, on était 3 et puis on devait jouer ce truc-là. Et puis il y a des rires naturellement qui sont arrivés dans la salle, quoi. Et cette sensation-là, c'est quelque chose que du coup j'ai voulu retrouver. Ouais. D'accord. Qu'est-ce qui vous a donné suffisamment confiance en vous pour vous lancer? Parce qu'on peut faire rire les copains et en même temps rester à faire rire les copains. Il faut quand même une force en soi pour pouvoir aller et porter ça devant le public. Je pense que c'est parce que j'ai pas confiance en moi que je fais ce métier. Ouais. Ouais. Je pense que c'est une quête de confiance. Je pense que sur scène, je suis celui que j'aimerais devenir. Je suis celui que j'aimerais être. Et donc, il y a beaucoup d'humoristes. Ça, on le sent beaucoup dans le stand-up à New York, par exemple. Les stand-uppers ne sont vraiment pas réputés pour être des gens sympas et cool et détendus et à l'aise avec eux-mêmes. Et c'est justement ce qui fait qu'ils font de la scène. Souvent, après, c'est très puritain dans le stand-up aux États-Unis, mais eux, ils ont pour coutume de dire et de croire qu'on ne peut pas faire du stand-up si notre vie va bien. Donc moi, j'essaie de le faire de manière positive, mais je pense qu'au départ, c'est une demande d'attention, c'est une quête justement de confiance, et il n'y a pas d'endroit au monde où je me sens plus confiant que sur scène. D'accord. Pas là tout de suite, mais parce que en sinon général... votre vie, elle va pas bien. Sinon, non, c'est ce qui rend ma vie mieux. Ma vie va bien. Grâce à Dieu, ma vie se passe très bien, mais je suis pas dans cet aspect-là du stand-up. C'est vraiment une idée de se dire qu'on ne peut pas faire rire si tout va bien. C'est qu'on a des choses à dénoncer, à critiquer. C'est qu'il y a quelque chose en nous qu'on a besoin d'extérioriser. Moi, je suis pas convaincu de ça, mais sur cette idée de la confiance, je pense que la confiance, elle est venue avec la scène, quoi. Là, tout à l'heure, j'étais dans le cocktail juste derrière, je suis un enfant de 8 ans. Pourquoi? Parce que vous êtes... Parce que je ne connais pas les gens, parce que je suis pas à l'aise, quoi. Ouais. D'accord. Voilà. Pour le public, en fait, la salle derrière, c'est là où on reçoit ouais, nos invités. Voilà. Comment vos parents, Farid, comment vos parents ont réagi quand vous avez annoncé que vous vouliez faire du... Vous leur avez dit tout de suite que c'était pour faire du stand-up, ou vous parliez de théâtre, ou de quoi vous parliez à ce moment-là? Et c'est eux qui m'ont annoncé que j'allais être un artiste. C'est eux? Ouais. Ils l'ont vu? Ouais, depuis tout petit. Parce que quand j'étais petit... c'est un truc qu'on me dit souvent, avec mon biberon, j'en faisais un micro et je racontais des histoires. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, il me disait, non, mais pour de vrai, on disait qu'avec mon biberon, j'en faisais une guitare. Ouais. Que je prenais le balai et j'en faisais un micro. Et petit, j'avais les cheveux bouclés et tout. On me disait souvent que je ressemblais à Michael Jackson. J'étais un très beau garçon. Et du coup, depuis tout petit, on me prédit un avenir de chanteur, de danseur, de musicien. Donc, on savait plus ou moins que j'allais devenir un artiste, que j'allais faire de la scène, mais l'humour, ça arrivait par la suite. Et mes parents se sont séparés quand j'avais l'âge de 11 ans. Du coup, mon père est reparti au pays, on a fait des allers-retours, et lui aussi, mais il a vécu ça de très très loin. Et donc ma mère... parce que la sensibilité d'une mère, je crois, elle a toujours été derrière moi, elle a toujours poussé, elle a toujours fait en sorte de concrétiser ça. Ça ne les angoissait pas, en fait? Ma mère, non. Non. Ma mère, elle était plus sûre de moi. Sûre que moi, je ne l'étais de faire ce métier. Elle a toujours poussé, elle a toujours rendu les choses réalisables.
Mon père, lui, c'était différent. C'était plus fais attention, pense aux études. C'est peut-être pas le moment, attends. Elle, non, elle y a cru dès le début, avant moi même. D'accord. Est-ce qu'il y a un moyen de se former au stand-up à part regarder les sketchs de vos aînés Vous parliez des sketchs d'Eli Kaku et de Danny Boone, je crois, mais est-ce qu'il y a un moyen d'y arriver? C'est comme apprendre à faire de la guitare, quoi. Ouais. C'est essayer. Il y a beaucoup de gens qui apprennent à jouer de la guitare seuls dans leur chambre parce que ils se broient les doigts à avoir des avec les cordes. Avec les cornes et tout, et c'est essayer, et c'est jouer beaucoup sur scène et se trouver soi-même. Ouais. La vraie analogie, c'est une analogie footballistique, je suis désolé, mais c'est en jouant au ballon qu'on devient le joueur avec des caractéristiques qui nous sont propres. Ouais. Parce que c'est ce qu'on va chercher dans le stand-up, et c'est pour ça qu'il y a une portée presque thérapeutique, parce qu'on va essayer de se trouver soi-même. Et c'est une fois qu'on s'est trouvé en tant qu'individu particulier qu'on devient un humoriste particulier, parce que c'est ce que les gens vont chercher sur scène. Dans la musique, c'est aussi vrai, on va chercher des personnalités. Et donc c'est déjà monter sur scène, parce qu'une fois qu'on sait faire rire, ça ne veut pas dire qu'on est devenu un stand-upper. Parce que faire rire, c'est des techniques. Tous les rires qu'on entend, que ce soit dans des films, sur scène, c'est des techniques. Ça obéit à une règle. Donc, on peut voir une blague et dire cette blague-là, elle correspond à tel format. Donc, tout le monde peut apprendre à faire rire. Il y a la confiance qui ne s'apprend pas, le charisme avec lequel je suis né, mais oui, hein, faire rire, c'est quelque chose qui s'apprend. Ensuite, devenir un humoriste sur scène, trouver sa musique, trouver sa façon de parler, ça c'est à force de. Il faut monter beaucoup et bien sûr s'inspirer parce que Florence Foresti, par exemple, on entend un petit peu Franck Dubosc, on entend un petit peu Dieudonné, on entend un petit peu Jamel des fois. Et puis il y a de sa personnalité aussi à elle, de son charisme, de sa force. Et tout ça, ça crée Florence Foresti. Quand est-ce que vous avez compris qu'il fallait beaucoup travailler pour que le stand-up, c'était pas juste je monte et qu'il y a une masse de travail derrière à fournir? Je sais pas si je travaille beaucoup, en vrai. Je ne crois pas. Ce qui est merveilleux dans ça, c'est que moi, je peux pas me rendre compte de la charge de travail. Donc, on me le dit beaucoup. Par exemple, les gens qui travaillent avec moi, ma production et tout, ils sont contents du fait que je travaille beaucoup, mais moi, je peux pas m'en rendre compte parce que c'est ma vie, quoi. C'est ma passion. Donc, moi, je peux passer des heures à regarder des spectacles, des heures à chercher comment on va formuler une seule blague, et j'aurais pas le sentiment d'être en train de travailler, donc je me rends vraiment pas compte. D'accord. Quand vous avez... oui, c'est aussi une question que je voulais vous poser, qui est comment est-ce que vous avez réussi à vous faire connaître? C'est-à-dire qu'une fois que, porté par votre mère, que ce manque de confiance qui quand même vous pousse à y aller, comment est-ce que... à quelle porte on va frapper? À quelle porte vous êtes allé frapper? Comment est-ce que ça s'est fait? Comment est-ce que vous avez fait en sorte de pouvoir monter sur une scène? Moi, j'ai eu énormément de chance. Ouais. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai commencé à faire de la scène à l'âge de 11 ans. Ouais. Parce que mon oncle faisait partie d'une association au profit des enfants du Cap-Vert, qui est le pays d'origine de mes parents. Et à ces occasions, à l'occasion de fêtes semestrielles, il invitait les enfants à venir faire des spectacles de chant, de danse. Et moi, à l'époque, je connaissais par cœur le DVD de Jamel Debbouze. Ouais. Je dis le DVD parce que je connaissais aussi les bonus. Ouais. Je connaissais par cœur le DVD. Et il y avait un sketch que je faisais souvent et qu'on me demandait de refaire à l'école. Et donc, avec mon petit cousin, on faisait souvent ce sketch. Peut-être certains l'ont vu, où il parle de quand il était au Maroc, il se fait contrôler. On dit les mains de l'air, ce sketch-là. Et un peu moins...
Et je faisais ce sketch souvent. Mon petit cousin et moi, on le connaissait par cœur parce qu'on se transmettait le DVD comme une relique. Moi, on ne l'avait pas, on ne l'achetait pas, on se le transmettait. Et mon oncle il me dit venez faire ce sketch à la prochaine fête caritative. On le fait. Et puis, il nous propose de revenir. Et donc, j'ai commencé à écrire très tôt, en français et dans la langue d'origine de mes parents. Et comme ça, 1 à 2 fois par an, depuis l'âge de 11 ans jusqu'à l'âge de 16-17 ans, je montais sur scène avec des choses que j'avais écrites moi-même. Et puis à l'âge de 16 ans, j'ai énormément de chance. Je parle de ça à un cours d'histoire. De ces spectacles du fait que, parce qu'on était en TPE, je crois, et on parlait d'association. Elle demandait qui a déjà travaillé dans une association. Donc moi, je parle de ça. Et c'était une prof assez extraordinaire qui s'appelle Jessie Troja. Je crois que l'histoire, c'était vraiment la matière que je détestais le plus. Et elle m'a fait aimer l'histoire parce qu'elle nous faisait... Moi, j'ai pas rencontré de très grands professeurs dans ma vie. En tout cas, pour moi, un bon professeur, c'est quelqu'un qui sait mettre en valeur ses élèves et leur montrer que peu importe leur qualité, il y a quelque chose qui leur correspond dans cette société. Et c'était ce genre de professeur. Elle nous faisait voir l'histoire par le biais de l'historien, comme si nous-mêmes on l'était. C'était en ma 2e seconde, j'ai redoublé. Et, nul n'est parfait. Ouais. et donc je dis ça, et elle avait déjà écrit une pièce de théâtre. Et elle me dit tiens, un jour je t'écrirai un one-man show. Parce qu'en classe, j'étais pas le rigolo de la classe. Il y avait des mecs drôles que j'enviais beaucoup. Moi, je faisais rire beaucoup par sarcasme, parce que je savais subtilement jouer avec l'insolence, et ça énervait les profs, parce que je m'arrêtais à la limite. Et elle, ça la faisait rire, et donc elle m'a dit ce jour-là, un jour je t'écrirai un one-man show. Et voilà, moi j'ai commencé à écrire, j'ai écrit pendant toute l'année, j'écrivais un peu tout le temps. Et puis au début de l'année d'après, quand c'était plus ma prof, elle m'a fait transmettre un cahier. Et elle a dit, voilà ce que j'ai commencé à écrire pour toi. Et vu que moi, j'écrivais déjà depuis un moment, on a commencé à écrire ensemble un premier spectacle, qui est le spectacle que j'ai joué avant Faris is the New Black. Et c'est ensemble que vous êtes allés... Et c'est ensemble qu'on est allé jusqu'à On demande qu'à en rire. La première émission que j'ai faite, c'était On demande qu'à en rire. En fait, comment j'ai commencé à faire de la scène dans Paris, c'est que par hasard, je croise... Il y a un festival qui s'appelle Cours dans l'herbe à Saint-Maur-des-Fossés. C'est un festival de court-métrage. La ville où vous avez grandi. La ville où j'ai grandi, ouais. Et il y a sur scène Baptiste Le Caplin. Et genre, les gens n'en ont rien, ils s'en foutent complètement qu'il soit là. Ils parlent entre eux, ils l'insultent. Et moi, à l'époque, c'était Plié en 4, l'émission sur France 4 qui révélait les humoristes. Je connaissais Baptiste Le Caplin, je connaissais ce sketch par cœur et je n'arrêtais pas de le montrer aux gens. Et je le vois là en train de se battre pour survivre sur scène. Et en sortant, je dis, c'est fou que tu sois là et tout. Et c'est lui qui me parle des scènes ouvertes dans les cafés-théâtres. Et on vient, on s'inscrit et on peut jouer 5 minutes. C'est comme ça que j'ai commencé à jouer. Et donc, au Field notamment, qui avait passé tous les humoristes que vous connaissez, vivants. Au Chinchman Comedy Club, c'est là-bas que j'ai commencé les premières scènes. Et puis ensuite, le Paname Art Café, là où je suis devenu vraiment humoriste. Et comme ça, vu que j'étais dans les fichiers du Field, j'ai été contacté pour On ne demande qu'à en rire. J'ai fait la première semaine de On ne demande qu'à en rire. Qui c'est pas toujours. Vous en avez fait plusieurs. J'en ai fait plusieurs. C'est la 4e, je crois, qui s'est pas très bien passée avec Jean Benguigui. D'accord. Mon camarade. Oui. Alors vous avez, même si Jamel était une source d'inspiration pour vous, que dans ces spectacles pour votre oncle, vous l'imitiez, vous avez hésité à aller au Jamel Comedy Club à vos débuts, par peur, vous dites, par peur de l'image banlieue, en fait, que ça véhiculait. Qu'est-ce que vous craignez, ou plutôt qu'est-ce que vous ne vouliez pas ? En fait, j'ai beaucoup regretté l'image qu'on a fait du Jamel Comedy Club, liée aussi, et surtout, c'est une connotation du coup qu'on a donnée au stand-up. Parce que c'est en majorité des enfants issus de l'immigration. J'ai l'impression, c'est pas de...
j'ai l'impression qu'on a cherché des défauts, qu'on a voulu mettre le doigt sur les points négatifs plutôt que sur le reste. Et du coup, quand on parlait de Jamel Comedy Club, on parlait de banlieue, on parlait d'accent, on parlait de communautarisme, qui est vraiment, je crois que c'est... Oui, d'un humour communautaire, en fait. Ouais, oui, mais de communautarisme. Ouais. Et en France, ça a une connotation très négative, alors que le communautarisme, c'est ce qu'il y a de plus noble, en fait, dans l'échange entre les humains, parce que le communautarisme, c'est la solidarité, c'est l'entraide. Et souvent, on en fait quelque chose de négatif, notamment quand ça touche à une partie des enfants de l'immigration. Et là, c'était le cas. Et en fait, j'avais pas envie d'être catalogué là-dedans. Moi, mes aspirations, évidemment, j'ai été traumatisé par Jamel et Gad Elmaleh. C'était un raz-de-marée, moi, quand j'étais au collège et tout. Mais après, mes aspirations, ça a vite été des proches. Le premier sketch que j'ai vu, c'est Eddie Kaku, notamment. J'étais un grand fan, je suis toujours, de Gaspard Proust. Et du coup, moi, je voulais pouvoir faire un humour où, bah ouais, de fait, qui peut être élégant, qui peut parler français élégamment et qui vend les mérites d'une génération. Et du coup, je me disais qu'en allant au Jamel Comedy Club, j'allais être catalogué dans ce qu'on a fait du Jamel Comedy Club. Et Kader Aoun m'a dit à cette époque-là, au contraire, c'est là où on verra le plus que bah, y en a des différents. Oui. Ce qui ne veut pas dire... je ne parle pas des humoristes qui y étaient, je parle de ce qu'on en a fait derrière. Parce que le Jamel Comedy Club, c'est aussi le Comte de Boudherbala, c'est Ben, c'est Mathieu Madénian, c'est Thomas VDB. Et ça ne correspond pas du tout à l'image qu'on se fait du Jamel Comedy Club. C'est Yacine Bellous et notamment Blanche Gardin. Elle vient du Jamel Comedy Club. Et l'image qu'on en a aujourd'hui du Jamel Comedy Club, c'est pas ça. Et c'est un petit peu regrettable. Mais vous n'avez jamais regretté votre choix, en fait. Bien au contraire. Moi, c'était mon plus grand rêve. Aujourd'hui, j'y pensais en plus il y a quelques jours, j'étais au Jamel Comedy Club. Avec l'arrivée de YouTube, j'ai découvert ça, j'étais comme un fou, quoi. C'était plus qu'un rêve. Faire partie du Jamel Comedy Club, c'était un rêve, quoi. Donc, ne serait-ce que d'avoir son nom affilié à celui de Jamel, c'était une réussite en soi. Et il y a ça aussi beaucoup, parce que quand on fait de l'humour et qu'on dit le mot stand-up, souvent on dit « Ah bah, il faudrait que je fasse le Jamel Comedy Club ». Ouais. Et quand on le fait, on dit « Ah bah, il faudrait que je fasse l'Olympia ». Mais alors, vous parliez de Kader Aoun, oui. qui est votre metteur en scène, qui était de votre metteur en scène, et qui a dit dans l'Obs en 2016, à ses débuts, Fary faisait du comique pour les Blancs. Comment est-ce que vous l'entendez? Comment est-ce que vous l'avez pris? Et quelle est la réalité de ça pour vous? Je ne suis pas convaincu qu'il ait dit ça. Je pense que ce qui a été écrit. Je pense que c'est ce qui a été compris. Et s'il a dit ça, je comprends ce qu'il veut dire, mais c'est pas la bonne façon de le dire. Parce que moi, je me rappelle de quand il me l'a dit. Ouais. Parce que je jouais au point-virgule et il me disait « Regarde, dans la salle, il n'y a pas assez de noirs. Ça veut dire que tu ne t'adresses pas aux gens qui te ressemblent. C'est-à-dire que dans ton discours, dans ce que tu racontes, tu n'es pas en phase avec ce que tu es. Tu n'es pas encore assez en phase avec ce que tu es. » Et donc, en me rapprochant un peu plus de ce que je suis, de ce que je vis, des gens autour de moi, bah, la salle a commencé à se mélanger. C'est ça que ça veut dire. D'accord. Alors justement, parlons de votre dernier spectacle, l'Hexagone. Oui. Comment il est né, ce spectacle? Il est parti de quoi? Au départ, en fait, j'avais déjà une volonté d'aller sur ce sujet, l'identité, qui a été battu et rebattu dans l'humour et dans le stand-up, mais d'essayer de le traiter de façon différente, parce que c'est tout ce qu'on fait dans le stand-up, c'est prendre quelque chose de... Kader, il me disait beaucoup ça. Il disait que, en fait, le stand-up, une idée de stand-up, c'est un moment de poésie, en fait. Parce qu'on va prendre quelque chose que tout le monde a vu, mais nous, on a vu quelque chose de particulier, et on va leur montrer ce qu'ils ont raté en passant devant.
Et donc, c'était l'idée de prendre un sujet aussi basique que ça, que l'identité. Et en fait, c'est parti de ma mère qui m'a redit, et je savais cette histoire, mais je ne sais pas si je l'ai nié inconsciemment, mais elle m'a dit que je n'étais pas né français. Je suis né en France, mais je ne suis pas né français, parce que la loi voulait qu'on soit naturalisé quelques années après, si nos parents ne sont pas français. Et donc, je suis né portugais. Okay. Et ça m'a retiré quelque chose. Non pas le fait d'être affilié à Cristiano Ronaldo, quoi. C'est l'idée de me dire que je n'étais pas français. Ça m'a retiré quelque chose. Et j'ai vu la valeur, à quel point ça pouvait être important pour moi d'être français, alors que j'ai jamais fait ce chemin-là en fait, dans ma tête. Et du coup, j'ai voulu parler de ce que c'était que d'être français et de se poser des questions à ce sujet. D'accord. Et comment est-ce que vous l'avez construit, travaillé? Comment est-ce que, en gros, c'est comment est-ce que vous travaillez à partir d'un thème comme ça, d'une impulsion, d'envie de dire quelque chose? Comment est-ce que vous construisez toute une réflexion qui aboutit à un spectacle? C'est beaucoup de discussions, ouais. notamment avec Kader à l'époque. Ouais. Des débats des fois. Et puis, c'est s'intéresser à du coup tout ce qui touche à ce sujet-là dans les médias, dans certaines lectures, peu, mais quelques-unes. Et ensuite, c'est se poser des questions, c'est beaucoup d'introspection, et c'est aussi... des fois, on va raconter des histoires qui sont drôles au départ, et on va se demander qu'est-ce que ça raconte de moi, et qu'est-ce que ça peut raconter de ce sujet. Et donc, des fois, on part de la drôlerie pour arriver au sujet de fond. Et il s'est beaucoup fait comme ça, ce spectacle, parce que j'ai commencé à écrire beaucoup de choses, notamment sur ma mère, sur le rapport qu'elle avait avec nous à l'éducation et à notre rapport, à notre lien à la France. J'ai parlé de mon petit frère un petit peu. C'était des thématiques assez personnelles. Et j'avais 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Il y avait aussi mon rapport au voyage, à l'étranger. Et on est parti faire une tournée dans quelques pays d'Afrique. On a fait le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et quand j'étais là-bas, j'étais avec des artistes très talentueux, dont l'un avec lequel je travaille qui s'appelle Jason Brokers. Avec qui vous écrivez avec qui je coécris. Et un autre humoriste montréalais qui est en francophone, je crois, ce que j'ai vu de plus impressionnant dans ma vie, qui s'appelle Adib Al-Khalidé. Je vous invite à le regarder sur Netflix. Et en fait, eux, ils sont vraiment très forts, très efficaces. Et j'étais très complexé parce que j'avais beaucoup de fond, beaucoup de choses à dire et très peu de blagues. Et j'ai resserré tout ça et je me suis rendu compte que tout ça allait dans le même sens, à savoir, ça parlait du questionnement d'où je viens et de comment je suis devenu ce que je suis. Et partant de ces 20 minutes-là, on est arrivé à Hexagone parce que j'ai nourri ces sujets-là. Et puis on m'a glissé des choses aussi. On m'a glissé des choses en sujet. Un ami qui s'appelle Ahmed Sparrow, qui est humoriste aussi, qui m'a dit il faut que dans ce spectacle, tu dises vraiment, tu parles vraiment de ton point de vue, de ta place, de ton mal-être ou non par rapport à Dieudonné. Et ça, c'est un truc duquel j'ai parlé dans le spectacle. Il y a eu des accidents, comme le début où je parle sur Éric Zemmour, où j'ai vraiment été dans l'avion avec Éric Zemmour qui était juste devant moi. Et après, il y a pas mal de chances, en fait, de choses qui nous arrivent. Il se passe des choses dans nos vies, et de ça, on essaie d'en retirer le nectar pour raconter ce qu'on a envie de raconter. C'est beaucoup de triche, en fait. Et le jeu de scène, comment ça se travaille, ça? C'est vraiment le talent. Vraiment, la scène, c'est... moi, je viens du théâtre à la base. Oui. C'était beaucoup le théâtre qui me parlait beaucoup. J'ai fait le cours Florent.
Et moi, au début, quand je jouais sur scène, je ne voulais pas de micro. Et donc, je me suis plus ou moins formé comme ça, à essayer de captiver le public dans des scènes où les gens avant moi passaient avec un micro. Et du coup, c'est... Ça, pour le coup, ça a toujours été un truc avec lequel j'étais à l'aise. Et puis, je crois qu'il y a beaucoup de gens beaucoup plus drôles, beaucoup plus intelligents, sur scène, je parle. Beaucoup plus. Non, c'était pas dans la vraie vie. C'est pas une blague, c'est pas une blague. Non, c'est pour préciser de quoi je parle. Beaucoup plus drôles, beaucoup plus intelligents et pertinents. Mais ce rapport que j'ai à la scène, je pense que c'est le point fort que j'ai, parce que c'est un amour des silences, du rythme. C'est une logorée aussi que j'ai travaillé beaucoup, que j'ai cherché, qui m'a influencé moi dans la vie et inversement. Et je pense que si je suis parti avec quelque chose en plus au départ, c'est ça, c'est un rapport un peu naturel à la scène. D'accord. Donc comment ça se travaille? Ça peut se travailler parce que moi je bosse aussi avec d'autres artistes, notamment Jason Brokers que je mets en scène et avec qui je coécris, Panayotis Pasco, il y a Fadili Camara aussi. Et après c'est purement et typiquement de la répétition, quoi. De la répétition, on se regarde, là ça va trop vite, là c'est pas assez naturel, ce déplacement ça va pas du tout. Là c'est trop singé, c'est caricatural et c'est vraiment c'est pour ça que souvent les gens ils sortent du spectacle, ça arrive très souvent, et disent mais est-ce que tu écris tout, ou qu'est-ce que tu as improvisé, qu'est-ce que tu as écrit? Et en fait c'est écrit au silence près, au geste près. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, de travailler, de mettre en scène ces autres humoristes que vous venez de citer, Panayotis Pasco C'est ma retraite. Assuré. Non, c'est... je le dis en blague, mais c'est presque ça, c'est qu'on sait que ça ne va pas durer longtemps, et en fait, c'est comme un entraîneur. Oh, putain, c'est la deuxième référence au foot. Je suis désolé. On reçoit Vikash Dorasso ce soir. Alors. Ah, waouh, oui. Courage. Et non, en plus, il m'a écrit il n'y a pas longtemps, Vikash Dorasso. J'ai vu son débat sur le racisme anti-blanc, c'était passionnant. C'est comme dans le foot. Quand vous passez entraîneur? C'est de ressentir encore ces sensations-là. Et moi, dans mon cas, de le faire maintenant, c'est que, par exemple, avec ce spectacle Hexagone, on a fait l'Accor Hotel Arena, Bercy. Et c'était un moment, évidemment, quand on le dit, quand on le voit écrit, c'est un moment extraordinaire d'une carrière en tant qu'humoriste. Et moi, je sais, pour l'avoir vécu, je sais que les gens qui sont auprès de moi, qui m'entourent, ils l'ont mieux vécu que moi. Moi, ça va trop vite. Ouais. Je suis concentré, je suis dedans. Et en fait, moi, je sais que quand je vais voir un spectacle, j'ai cette sensation de waouh, je me rends compte, c'est fou ce qui est en train de se passer. Mais quand je suis dedans, c'est un plaisir différent. C'est le rapport au rire, c'est le volume des rires et tout. Mais on ne se rend pas compte de ce qui est en train de se passer réellement. Et en fait, quand on est de l'autre côté, quand on est metteur en scène, quand on est au fond de la salle, une blague qui fonctionne, un public qui sourit, un public qui s'emporte, un public qui se lève pour applaudir, c'est une satisfaction complètement différente. Ouais. D'accord. Alors, par rapport aux sketchs, soit que vous mettez en scène, soit ceux que vous écrivez, c'est vrai qu'un tableau, une sculpture, une photo sont immuables, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont définis dans leur forme, on ne les change plus. Et qu'est-ce qu'il en est d'un sketch? Est-ce qu'un sketch, il arrive un moment où le sketch est figé dans le temps, ou est-ce qu'un sketch, ça peut évoluer régulièrement? Je crois que c'est ça le côté un peu vertigineux de notre métier, c'est que c'est jamais assez bien. C'est jamais assez bien. Vous pouvez toujours reprendre. Ouais. Mais surtout, on n'a jamais vraiment ce sentiment on l'éprouve de temps en temps, mais le sentiment du travail accompli, d'une satisfaction, parce qu'on se dit toujours que
ça peut être mieux, qu'il peut avoir plus de règles, ça peut être plus resserré, que ça peut être plus pertinent. Et puis surtout, dans le rapport qu'on a à notre métier en tant qu'humoriste, on se dit toujours qu'on peut mieux faire, quoi. Et du coup, un sketch, des fois, même quand on ne le veut pas, on est en train de jouer et c'est un reproche qu'on faisait souvent à Gad Elmaleh, par exemple. Pendant un moment, on disait que c'est énervant comment il rigole à ses blagues tout le temps. Tu les connais, tes blagues, pourquoi tu rigoles? Tu viens pas de les découvrir. Ou alors tu es fan de toi-même. Mais en fait, sur scène, c'est comme quand on raconte une blague à des gens, la réaction des gens nous fait rire. On retrouve la saveur de la blague dans le rire des gens. Ouais, tout d'un coup, elle reprend Exactement. la vigueur. Et du coup, des fois, quand on est pris comme ça, dans cette euphorie-là, il y a des nouvelles blagues qui arrivent. D'accord. Ouais. D'accord. Je voudrais parler de votre intervention au Molière, Oh au non. dernier Molière, qui dénonçait le manque de diversité au théâtre. Pour vous, comment vous l'expliquez, ce manque de diversité, pardon? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose d'organisé? C'est un état de fait, du coup, personne ne tente de le changer? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer concrètement? Je pense que c'est des choses vraiment très ancrées dans des milieux. C'est la même raison pour laquelle sur des plateaux télé, les techniciens, ils sont tous blancs. Pourquoi, quand on va dans les hautes fonctions, dans des entreprises ou en politique, d'un coup, il n'y a que des blancs. C'est du communautarisme. C'est ça. Je sais pas, on a tendance peut-être à... Je pense qu'il y a des choses qu'on fait malgré nous. On peut faire de la discrimination sans s'en rendre compte. Ousmane Ly, il a fait un super clip pour Damso et Orelsan, qui allait aux Victoires de la musique. Et après, c'est une histoire de goût. Hein. Mais moi, je me souviens que je ne suis pas tant Orelsan. Et ce clip, il est arrivé jusque moi. J'ai vraiment été ébloui par le clip. Par sa manière de raconter, les images, la puissance des sous-entendus. Et donc ils sont allés aux Victoires de la musique. Et en face, le clip qui a gagné, c'est le clip de Angèle, où elle est en combinaison de ski sur la plage. Donc c'est pas la musique, hein, c'est le clip. C'était la compétition l'élément visuel, en fait, c'est la traduction visuelle de la chanson. Exactement. Ouais. Et moi, quand je vois ça, quand je vois les deux clips, et artistiquement, je peux juger pas de la qualité, mais en tout cas de la créativité de l'un et de l'autre. Quand je vois, souvent quand nous on dit ça, c'est parce que c'est très compliqué de se mettre à la place des gens qui vivent ça et qui se posent les bonnes questions, de la même façon que souvent une féministe qui va prendre parti ou mettre le doigt sur quelque chose, les gens qui sont trop loin de ça vont dire bon, elle exagère, mais on ne vit pas ce qu'elles vivent. Et de la même façon, nous, quand on va dire ça, tiens, ça c'est bizarre. Créativement, il n'y a pas photo. Il y en a un qui est éblouissant de créativité. La différence, c'est que dans l'un des deux, il y a un réalisateur noir. Nous, quand on va dire ça, on va dire, vous apitoyez sur vous-même. D'accord ? Et on ne va pas se dire, ça ne veut pas dire que les gens, ils ont vu et qu'ils ont dit, ah là, il y a un noir, on ne va pas le primer. Ça veut dire que malgré nous, eh ben, on va favoriser quelqu'un qui nous ressemble. Et je pense que d'une, c'est naturel et c'est normal, mais moi, je ne crois pas à la discrimination positive, mais c'est des interrogations qu'on doit avoir. Pourquoi en plus, le monde de l'art, c'est le reflet de la société. Si on montre ça dans l'art, notamment au théâtre, et certainement, on pourra faire changer des choses. Je ne sais pas. Hein. Moi, j'essaie de raconter des trucs sur scène. Je n'ai vraiment pas l'idée que... j'ai vraiment pas l'espoir de changer quoi que ce soit. Mais je pense que... Mais vous pensez que votre art a ce pouvoir-là? Je crois pas. Non? Non, je crois pas. Je pense que y a des choses beaucoup plus puissantes comme la musique, comme la télé par exemple. Mais, qui ont ce pouvoir-là? Qui peut-être ont ce pouvoir-là. Mais c'est vrai que quand on va dire ça souvent...
moi, ce que j'ai pas aimé dans le retour que ça a pu avoir, le passage au Molière, parce que ça a parlé beaucoup sur Twitter, quand je l'ai mis en ligne. C'était un des, je sais pas comment ils disent, des top, des sujets principaux, ouais. Le lendemain. Et c'était le sujet numéro 1 de conversation sur Twitter, et c'était la communauté noire qui rentrait en confrontation avec le reste, quoi. Parce que dans la réalisation, le réalisateur il va chercher des moments de gêne, et eux ont vu, ils ont mis le dessus, ils sont gênés, il a bien fait d'aller dire ça. Alors moi, c'était l'idée d'essayer de créer un dialogue et pas de créer une confrontation. J'étais un petit peu déçu de ça. Je crois pas que ce soit quelque chose qui change quoi que ce soit. C'est bien d'essayer de le dire, mais je crois pas que ce soit quelque chose qui change quoi que ce soit, parce que soit on arrive à pousser des gens qui sont dans la même pensée que nous, mais on ne peut pas faire changer d'avis les gens. C'est comme ce débat dont je parlais tout à l'heure sur le racisme anti-blanc. C'est quelqu'un qui ne vit pas le racisme comme, moi je ne l'ai pas vécu comme ça, hein, mais comme certains le vivent, il ne peut pas comprendre pourquoi c'est un outrage de parler de racisme anti-blanc. D'accord. Qu'est-ce qui vous fait rire, vous, Fary ? Je pense que c'est les choses un peu malines. Mais encore. Je suis vraiment un grand passionné de stand-up. Il y a vraiment... Non, j'aime les gens qui ont le rire malin, quoi. J'aime les gens qui ont ces fulgurances-là. Moi, j'ai pas du tout ça, par exemple. Mais c'est quoi ce que vous appelez le rire malin ? C'est voir tout de suite dans une discussion où il n'y a pas forcément de blague, où on n'est pas en train de raconter quelque chose de drôle, voir en quoi une idée peut être marrante et réussir à l'exploiter tout de suite en une fraction de seconde. Ouais, et puis je suis très épaté par les gens qui ont cette faculté à trouver le rire facilement et n'importe où. Cyril Hanouna, il me fait rire. Vraiment, au premier degré. Je déteste son émission, mais il me fait rire. Je trouve... je déteste son émission, c'est que j'y arrive plus, quoi, cette histoire des chroniqueurs et tout, mais lui, je trouve qu'il a cette facilité, ce naturel à rebondir et ça va trop vite. On se dit, c'est pas possible, il y a quelqu'un dans son oreillette. Et à créer comme ça un moment de légèreté, comme par magie. Il y a quelque chose d'un peu magique. Je suis passionné de ce genre de personnes. Et puis, dans le stand-up, parce que Dave Chappelle, par exemple, c'est quelqu'un qu'on doit absolument voir à un moment dans sa vie. Parce que tellement moderne dans sa manière d'aborder les sujets et qui non seulement dénonce beaucoup, mais qui met des débats sur la table avec du rire. Il n'y a rien de plus impressionnant que ça pour moi. Je vous posais une dernière question avant de passer la parole à la salle. C'est concernant le lieu, le Comedy Club que vous voulez ouvrir, le Madame Sarfati. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? D'abord, qu'est-ce qui vous pousse à faire ça ? À part votre retraite. Ça, c'est une bonne vanne, par exemple. En fait, j'avais la volonté, c'est un peu prétentieux, mais j'avais la volonté d'offrir un lieu aux stand-uppers que je côtoie. J'avais envie qu'on ait un endroit où on se sent un peu chez nous. L'endroit qui ressemble le plus à un comedy club dans Paris, c'est le Paname, Art Café, dont je parlais tout à l'heure. Ça a tellement fonctionné, ça a tellement fait sortir d'humoristes en herbe qu'il y a un peu un embouteillage. Il y a 8 humoristes par plateau maintenant. Et du coup, les places deviennent un peu rares. Et ça devient vraiment une pépinière d'artistes. Et là, il y a des artistes réellement qui se créent dans cet endroit. Et moi, je voulais créer l'étape d'après. Je voulais créer l'endroit où les humoristes professionnels confirmés vont venir tester des sketchs. Pas seulement, hein, ils vont aussi offrir une performance, mais là-dedans, tester des blagues. Et l'idée, c'est que là-bas, on puisse croiser des gens qu'on voit aussi à la télé, quoi.
Monsieur Fraisse, par exemple, c'est mon rêve de l'avoir là-bas. Patrick Timsit, j'aimerais le voir un jour là-bas. Et puis, toute cette scène de stand-up parisien qui fonctionne en ce moment. Roman Frécinet, Jason Brokers, Blanche notamment, Panayotis dont on parlait tout à l'heure. Tous ces gens-là, l'idée c'est de leur offrir un nouveau terrain de jeu et puis aussi une maison plus globalement, une maison d'artistes. C'est pour ça que je me suis associé à JR, le street artiste. C'est lui qui a fait la salle du haut, qui est vraiment c'est une expérience unique, non seulement en comédie club, mais en endroit. Je pense que je suis jamais rentré, moi, dans un endroit pareil. L'idée, c'est aussi de créer un endroit où les artistes vont pouvoir se rencontrer, se croiser et manger après minuit. D'accord. Et c'est pour quand l'ouverture ? Dieu seul sait. Je sais D'accord. Pas. Mais toujours novembre, on parlait de novembre. Normalement, c'est fin octobre, début novembre, j'espère. Ça dépend des commissions de sécurité. La mairie de Paris, la préfecture, tout ça. Bonsoir. Voilà. D'accord. On va passer la parole à la salle. Alors, si vous pouviez éclairer un tout petit peu. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Je crois que j'ai été très clair. Non. Je voulais en profiter pour vous en poser une, alors, le temps que les gens réfléchissent à une question, peut-être. On sent chez vous un amour des mots, de la langue. Comment est-ce que vous assouvissez ce goût de la langue et des mots ? Est-ce que c'est par la lecture, par la musique, par des rencontres avec d'autres stand-uppers, par des conversations ? Comment ça se nourrit ? C'est beaucoup des conversations. Ouais. Parce que j'ai eu beaucoup. C'est pour ça que je parle de chance. J'ai eu la chance de rencontrer des gens très cultivés dans ma vie, comme Kader Aoud notamment, comme Jean-Marc Dumontet, mon producteur. Dès que je rencontre des gens comme ça, je m'accroche et j'essaie d'en tirer le plus possible. Il y a eu la lecture pendant un moment, quand je prenais les transports en commun et tout, parce que j'avais le temps. Mais aujourd'hui, j'arrive plus à lire. Non. J'arrive plus à lire, mais le français, ça a toujours été l'une de mes matières préférées, et la musique beaucoup, ouais. La musique, ça me passionne beaucoup. C'est là qu'on voit à quel point c'est une jolie langue. Et en musique, qui c'est qui vous parlez de cette jolie langue en musique, vous la trouvez chez qui ? Angèle notamment, elle me marque beaucoup, ouais. Elle me marque beaucoup. En récent, il y a Christine de Queen alors on ne sait pas exactement ce qu'elle veut dire tout le temps, mais en tout cas, cette façon qu'elle a de manipuler les mots, moi, ça me touche beaucoup. Voilà. Récemment, c'est ça. Puis des rappeurs et tout, mais je ne vais pas faire cet affront ici. Est-ce que vous avez... Oui, madame. Bonjour. Bonjour. Je voudrais revenir sur une expression qui est venue à 2 reprises dans votre dialogue, le racisme anti-blanc. Mon rêve. Est-ce que pour vous, c'est une expression qui n'a aucun sens, qui est une expression dans l'air du temps ? J'aimerais avoir votre sentiment. Je pense qu'on n'a pas conscience à quel point c'est une expression qui peut être blessante pour les gens qui vivent le racisme. Parce que je pense que dans le racisme anti-blanc, on confond 2 notions, parce qu'il y a la première définition du racisme, qui est l'idéologie de dire qu'une race est inférieure à une autre, et il y a la deuxième définition du racisme, qui est la discrimination, la violence envers un groupe de personnes. Et en fait, ici, on fait le mélange des deux. Évidemment qu'il y a des gens en France, des Blancs, qui ont affaire à des insultes racistes, à des violences racistes. Qui font face, oui. Ouais, qui font face à de la discrimination dans les propos, dans les mots, mais en aucun cas dans la société. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un groupe de Noirs dont l'idéologie est que les Blancs sont inférieurs et qui ont fait vivre ça pendant des siècles à une population. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose. Et l'autre chose, c'est que
pour moi, alors je vais aller très très loin dans mon propos, mais pour moi l'équivalent c'est comme si les descendants de nazis, se sentant discriminés par des juifs, disaient « vous êtes en train de faire de l'antisémitisme anti-allemand ». Cette expression n'a aucun sens. D'accord ? Donc ça ne veut pas dire que ça n'existe pas de se faire insulter de Baptou, de blanc. Ça veut dire que cette condition dans laquelle on est en tant que noir, arabe ou que sais-je en France, elle est incomparable au racisme, à la discrimination envers les blancs. Et mettre les deux au même niveau, c'est décrédibiliser, c'est enlever de l'importance de ce que c'est que vivre le racisme en tant que noir. Et donc, c'est une manière de dire le racisme anti-blanc, c'est une façon de dire il y a des endroits en France où les blancs sont discriminés, donc il y a des endroits en France où les noirs et les arabes et l'islam ont pris le pouvoir, donc le grand remplacement. C'est ça que ça veut dire, en vrai. Et donc c'est une façon de discréditer ce que vivent des gens dans la société, parce que c'est ce que disait très intelligemment Jimmy Mohamed dans l'émission de Touche pas, Balance ton poste à Eric Nolot. Il lui demandait, est-ce qu'une seule fois, vous, par votre nom, par votre couleur de peau, par votre origine, on vous a interdit l'accès à un endroit, à un métier, à un appartement? Non. Donc ça s'appelle le racisme. Dans le langage courant, c'est ça le racisme. Okay ? Donc on ne peut pas dire racisme anti-blanc. Trouvons autre chose. Il y a des gens qui se font discriminer, qui se font insulter, qui subissent des violences parce qu'ils sont blancs dans des quartiers. Ce n'est en aucun cas du racisme anti-blanc tel qu'on entend le racisme. Voilà. Si, madame, parce que c'est enregistré. Est-ce que vous ne pensez pas que le résultat est le même? C'est-à-dire cette espèce d'intolérance parce qu'on n'est pas issu de la même communauté, la même ethnie. C'est-à-dire je vais vous donner un exemple. Si on permettez-moi de terminer. Si on estime que le vrai racisme, bon, moi je suis d'origine maghrébine, donc oui. je l'ai subi, mais moi je trouve regrettable, j'habite dans les quartiers, comme on dit, et de voir effectivement dans certains endroits les enfants d'origine métro, on va dire, se faire discriminer, de mettre un degré dans le racisme, je trouve ça vraiment dommage. C'est-à-dire qu'il faut vraiment apprendre à être tolérant et apprendre à vivre les uns avec les autres. Alors c'est précisément ça, c'est pas un degré. Pourquoi on n'appelle pas le racisme anti-juif le racisme anti-juif? Parce que c'est pas du racisme, c'est de l'antisémitisme. La beauté de la langue française, c'est qu'elle est belle et précise et qu'elle sait mettre des mots précis du coup sur des notions. D'accord ? Ici, le racisme que vivent les Noirs et les Arabes, ce n'est pas la même discrimination que vivent les Français blancs. Je vais vous donner un exemple. Il y a Pierre Ménès qui parlait récemment de son fils discriminé dans une équipe de foot. D'accord ? Et après, il dit il est mauvais. Il faut savoir. Pierre Ménès, avec qui j'ai déjà discuté, pour qui j'ai de l'affection. Il dit mon fils a été discriminé dans une équipe de foot en banlieue. La différence avec un noir ou un arabe, c'est que si on prenait cet enfant et qu'on le met dans n'importe quelle autre équipe en France, il ne sera pas discriminé. Un joueur de foot noir, il peut devenir professionnel, devenir millionnaire, devenir champion du monde, jouer en Italie et avoir des cris de singe. C'est ça le racisme. Merci beaucoup. Je vous en prie. Farid, c'était vraiment un plaisir d'avoir cette discussion avec vous, ce dialogue avec vous. Merci beaucoup. Merci à tous.